Non, alors je vais vous dire, là on passe à un homme absolument fabuleux. C'est une encyclopédie, ce monsieur. C'est la parfaite rencontre entre ce génie de la musicologie, de l'analyse de la musique, la rencontre avec l'histoire. Et en plus de ça, c'est un très grand artiste, c'est un très très grand compositeur. Il n'est pas large. C'est un très très grand compositeur qui a écrit des œuvres absolument prodigieuses. Je vous le dis, il a écrit ce livre qui est vraiment une référence dans le monde. Ce livre absolument extraordinaire, si vous ne l'avez pas vraiment, je vous le conseille, c'est extrêmement intéressant. Et, préface de Jean Tullard, voilà. Je peux vous dire que quand Jean Tullard fait une préface, c'est que le livre, il est au top du top. Il est au top du top. Alors, nous avons ce monsieur absolument extraordinaire. Je suis très touché de ce projet parce que je suis même chanteur d'opéra à la base. Donc, la rencontre entre une passion qui est celle de Napoléon et une autre passion qui est celle de l'opéra, on ne pouvait que l'imaginer et je ne pouvais faire cette conférence que avec lui au monde entier. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements. Le grand, l'unique, monsieur David Chaillot. Merci David, bon j'ai fini, je m'en vais. Alors déjà merci David pour cette invitation et j'avoue que j'ai appris beaucoup de choses lors de la première conférence formidable de David. Et d'ailleurs David a parlé à un moment de Visconti et il y aura quelques petits échos dans cette conférence parce qu'une des œuvres dont je vais vous parler, la Vestale, avait été mise en scène par Visconti à la Scala de Milan avec Maria Callas dans le titre, mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. Oui, on peut dire que Napoléon et l'opéra, c'est un peu la rencontre de deux démesures d'une certaine manière. D'abord, l'empereur, comme tout à l'heure David nous l'a dit, quelqu'un qui se veut le successeur des rois de France, en particulier Louis XIV. Louis XIV ayant eu un rôle très très important pour le genre de l'opéra, d'ailleurs pour l'établissement du genre de l'opéra avec Lully au XVIIe siècle. Et puis, de l'autre côté, l'opéra comme grande scène à Paris. Et donc cette rencontre entre Napoléon et l'opéra va devenir une union quand le 29 juin 1804, quelques mois donc avant son sacre, Napoléon va rebaptiser l'ancienne Académie royale de musique, qui était créée justement par Louis XIV, en Académie impériale de musique. C'est-à-dire que l'opéra, qui est en quelque sorte le fleuron de la scène française, devient la scène de l'empereur, tout entière dévolue à sa gloire personnelle. Et donc là, avec l'opéra, Napoléon dispose d'un spectacle qui va lui permettre de poursuivre son travail, un peu de propagande, puisque la propagande, c'est quelque chose qui est très important sous Napoléon. Alors moi, ce que je vais vous parler bien sûr de cette scène, je vais vous montrer des documents peut-être que vous ne connaissez pas, d'architecture, également des décors en fait, de certaines des œuvres qui ont été jouées sous Napoléon. Et puis, on a la chance depuis quelques années que certaines de ces œuvres ont été redonnées. Donc je vais vous faire écouter ces œuvres et vous montrer quelques mises en scène contemporaines. Donc je crois que l'évocation de l'opéra en tant que lieu, mais également des œuvres qui y ont été jouées sera encore plus présente pour vous. Je crois que ce sera quelque chose où on sera davantage dans l'immersion de cette époque. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Napoléon apparaît tour à tour acteur et spectateur à l'opéra. Il est acteur car il est en quelque sorte la main cachée qui régente tout ce qui touche à l'opéra, et on a vu tout à l'heure dans la communication de David que c'est quelqu'un qui dirige d'une main de maître tous les domaines en fait qu'il touche, et c'est la même chose donc pour le domaine de l'opéra. Et donc il va être là du financement jusqu'à l'organisation et aussi jusqu'à son répertoire. En fait, il exerce un contrôle étroit qui inclut même d'ailleurs l'exercice de la censure. Mais dans ce théâtre qui lui doit tout, l'empereur est aussi spectateur, car il va honorer de temps à autre de sa présence certains spectacles.
en fait. Et c'est une présence qui est souhaitée, annoncée, récompensée quelquefois par la joie du public. Alors une joie qui quelquefois est elle-même un peu organisée. Et on verra tout à l'heure comment, parce que rien n'est laissé au hasard. Alors, spectateur, croit-on, pourtant sur la scène, le souverain ne devient-il pas à son tour acteur? Je m'explique. Quand il est représenté par des héros qui lui ressemblent comme des frères, n'est-il pas là aussi présent sur la scène lorsqu'il est par ailleurs présent dans la salle? Donc réfléchissons un tout petit peu. Acteur et spectateur, c'est tout un jeu subtil de miroir que nous allons maintenant essayer d'évoquer, d'analyser. Nous tenterons de voir donc comment et à quelle fin s'est établie cette relation plus qu'étroite entre un homme et un théâtre. Alors, pourquoi cet intérêt? Pourquoi cette faveur? Alors, c'est un intérêt d'abord tout politique, c'est une mainmise progressive déjà, puisque l'intérêt de Napoléon pour l'opéra, il est ancien, il date du consulat, dans sa tentative de réorganisation de la France, et en particulier des spectacles, il va œuvrer pour que le lien entre l'opéra et sa propre personne ne passe pas par le filtre d'un ministère qui aurait été celui de l'Intérieur. Et depuis, en fait, le 8 mars 1802, une série de mesures va tendre à supprimer progressivement les intermédiaires pour rattacher l'opéra, puis les principaux théâtres, à sa maison. Et l'entreprise va s'achever, en fait, sous l'Empire, par la création, le 1er novembre 1807, de la surintendance des spectacles, qui va être confiée au comte de Rémusat. Alors, je crois que je me suis permis d'être un peu précis sur tous ces aspects-là, parce que ça veut dire que maintenant, le monde des théâtres dépend d'une personne, qui s'appelle le comte de Rémusat. Enfin, ça dépend de Napoléon, bien sûr, mais la personne qui centralise toutes les informations, c'est le comte de Rémusat, et c'est un familier de Napoléon, puisqu'il est chambellan de la cour et maître de sa garde-robe également. Et on le retrouve, ce comte de Rémusat, ici, vous le voyez là. Tout à l'heure, on a vu ce tableau du sacre que David nous avait présenté. Et là, on le retrouve ici, vous voyez à la droite, présent parmi les spectateurs. C'est en même temps quelqu'un donc qui est vraiment dans l'entourage tout proche de Napoléon et qui a pour épouse la fameuse comtesse de Rémusat, qui est quelqu'un qui nous a laissé des mémoires très intéressantes, qui était une familière, je dirais Joséphine, qui avait un rôle auprès d'elle également, et elle a écrit sur l'époque, et c'est une source que je vous invite d'ailleurs à regarder parce que c'est quelqu'un de très intéressant. Donc, c'est ce comte de Rémusat qui va, en fait, être celui qui va centraliser toute la vie théâtrale sous Napoléon. Alors, Napoléon ne se contente pas de renforcer ce lien institutionnel entre l'opéra et lui-même, il va également donner les moyens à l'opéra de pouvoir développer une politique extrêmement active. Alors, quand je parle de politique active, je parle de politique de création, parce qu'aujourd'hui, lorsque on regarde par exemple le répertoire de l'Opéra de Paris, c'est-à-dire de l'institution qui a succédé bien des siècles après à cet opéra impérial, on s'aperçoit que le répertoire est en grande partie constitué d'œuvres du répertoire. Or, à l'époque, les œuvres qui étaient créées à l'époque, au présent, étaient très importantes. Leur part était très importante. Pour vous donner un petit exemple, de 1804 à 1814, 46 pièces nouvelles vont être créées sous Napoléon, ce qui est quand même considérable. C'est-à-dire 16 opéras, 5 tragédies lyriques, ainsi qu'un grand nombre de ballets. Donc, cette politique de commande, ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Et donc, Napoléon va donner à l'opéra des subventions qui vont lui permettre de développer une politique de création complètement ambitieuse. Alors pourquoi Napoléon va favoriser l'opéra plus qu'une autre scène? Alors on va énumérer ensemble quelques raisons. La première raison tient sans doute au statut déjà de l'Opéra de Paris depuis sa création. C'est d'abord la scène du chant français et de la tragédie lyrique qui avait été inventée par le grand siècle. Et aider l'opéra, c'est pour Napoléon poursuivre toujours l'œuvre de Louis XIV, qui est un peu dans le domaine des arts également, un modèle qu'il souhaite dépasser.
Donc c'est sous son impulsion, suite à la réorganisation du monde théâtral, que j'ai évoqué tout à l'heure, au tournant des années 1806-1807, avec la création de la surintendance des spectacles, que l'opéra va disposer d'un monopole sur la musique vocale en langue française dans la capitale. Si on reprend les textes, je cite, « Seul l'opéra consacré au chant et à la danse a le droit de représenter des pièces nouvelles entièrement écrites en musique. C'est là donc son privilège. » La deuxième raison est plus tactique et concerne également la nature du répertoire de l'opéra. Napoléon, c'est aussi un fils de la Révolution, et il sait que les théâtres sont un moyen incontournable pour toucher efficacement l'opinion publique. Parce que tout le monde va au théâtre à cette époque. Je dis tout le monde, de l'ouvrier jusqu'à l'aristocrate, en passant par les bourgeois. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une politique de billets gratuits et qui permet d'ailleurs aux salles de se remplir, et donc on touche tout le monde. Et c'est aussi un lieu où on peut influer sur l'opinion publique, et vous allez voir que cet aspect ne lui avait pas échappé, et en particulier, donc, je vous citerai un exemple à l'Opéra de Paris qui a été particulièrement marquant. Donc, son objectif, c'est de toucher l'opinion publique. Et dans les pièces qui sont présentées à l'Académie impériale de musique, eh bien, ce sont des pièces qui vont mettre des personnages à sa mesure. C'est-à-dire que les héros qui vont être représentés sur la scène de l'opéra, ce seront des dieux, des rois, et des héros qui vont être puisés dans la mythologie ou dans l'histoire. C'est-à-dire des personnages qui vont être des miroirs de ce que Napoléon pense être sa place dans l'histoire. Ce sont des personnages donc d'exception, des miroirs flatteurs pour l'empereur qui se considère également comme le premier des héros. Donc la musique, la danse, les décors vont amplifier les réactions du public, parce que là, c'est aussi une des particularités de ce répertoire, c'est que c'est un art total. C'est un art total, et je vais laisser peut-être un commentateur d'un journal allemand dire cette chose: les Français ne recherchent rien d'autre dans leur opéra que la beauté du spectacle. C'est-à-dire qu'ils pensent spectacle. La musique ne vient s'y ajouter que comme une partie accessoire. Et vous allez voir qu'à l'Opéra de Paris, il y a des décors, il y a un jeu d'acteurs particulièrement impressionnant, il y a des jeux de foule aussi, il y a des chevaux sur la scène, c'est quasiment un grand spectacle, un orchestre particulièrement imposant, mais je reviendrai tout à l'heure sur tous ces personnages, sur toutes ces gloires qui dépassent peut-être à elles seules la gloire de l'institution. Et tous ces éléments-là, liés à la musique, vont faire en sorte que c'est un spectacle total que les gens vont rechercher donc à l'opéra. La troisième raison du soutien privilégié de Napoléon à l'Opéra de Paris est la qualité artistique des spectacles qui sont présentés. Donc la troupe regroupe, si vous voulez, des artistes extrêmement connus à l'époque, et parmi ces artistes connus, vous avez la fameuse Madame Branchu. Madame Branchu, c'est la Calas de l'époque. C'est une femme dont le jeu dramatique produisait un effet absolument incroyable sur les spectateurs. Et cette femme va incarner une grande partie des héros, en fait, des héroïnes, pardon, qui vont se produire sur la scène de l'Opéra de Paris. Alors à côté de cette femme, on a le ténor Lenné, qui aussi est un personnage qu'on reverra parce qu'il va incarner, lui, la figure de Napoléon dans pas mal d'œuvres, et j'y reviendrai un peu plus tard. L'opéra, l'Académie impériale, ce sont bien sûr des chanteurs, mais ce sont également des danseurs et des danseuses et des chorégraphes. Parce que une des particularités de l'opéra à cette époque, et encore aujourd'hui, c'est la qualité justement de toute la danse en fait. Pour les danseurs, les deux têtes d'affiche, ce sont Madame Gardel et Vestris. Ce sont les deux grands danseurs, le couple vedette de cette époque. Et parmi les chorégraphes, bien sûr, il y a le fameux Pierre Gardel, qui n'est autre que le mari de cette Madame Gardel.
L'orchestre, quant à lui, est un orchestre extrêmement imposant, 77 musiciens, c'est-à-dire le plus important de la capitale. Et là encore, il va comprendre de très nombreux virtuoses. Parmi ces virtuoses, un violoniste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Rudolf Kreutzer. Alors, vous connaissez peut-être ce violoniste parce que Beethoven lui a dédié une œuvre qui s'appelle la sonate à Kreutzer, qui est restée au répertoire. Alors pourquoi il lui avait dédié cette œuvre-là? Parce qu'il l'avait écoutée dans un concert qui avait été particulièrement fasciné par le jeu de ce violoniste qui est en même temps compositeur, en même temps professeur au Conservatoire de Paris. Kreutzer n'a rien compris à l'œuvre de Beethoven puisqu'il n'a jamais joué. Mais bon, c'est un des grands noms de cette époque. Il va également composer des œuvres pour la scène de l'Opéra de Paris et il est membre de l'orchestre au même titre que d'autres solistes. Et là, je crois que dans cet orchestre, il faut bien avoir dans la tête qu'on va retrouver de très grands virtuoses. Pas uniquement des violonistes, mais aussi des grands virtuoses, des harpistes, des virtuoses dans les vents, dans les pupitres des vents. Et on va avoir un orchestre très important pour l'époque, avec une technicité très forte de la part de ces instrumentistes, ce qui va engendrer pour les compositeurs la possibilité d'écrire des parties solistes particulièrement développées. Donc ça, cet aspect-là, il faut l'avoir aussi également en tête pour se représenter ce que pouvait être cet orchestre de cette époque. Alors, pour vous donner aussi une idée de l'importance de ces chanteurs ou de ces artistes pour l'administration de l'opéra, eh bien, les premiers chanteurs gagnent 10 000 francs, ce qui est l'équivalent du salaire du directeur de l'institution. Donc, pour vous donner aussi une importance, c'est-à-dire que on sait que ce sont des personnes qui comptent, on va au spectacle pour les voir, et donc on les rémunère en tant que tels. Alors, quels sont les goûts de Napoléon spectateur? Napoléon aimait voir des spectacles qui allaient se donner dans la capitale, pour certains en avant-première à la cour. Et là se trouvait autour de lui son premier cercle, et c'est là où il pouvait véritablement apprécier, je dirais, presque en intimité les spectacles avant de pouvoir apprécier rendre lui-même. Et là, dans les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire dans les œuvres qui sont représentées à la cour, les spectacles du théâtre italien et de l'opéra comique sont invités de très nombreuses fois, alors que l'opéra, les spectacles de l'opéra n'y sont représentés qu'à 3 reprises de 1810 à 1815. Et on cite cette phrase souvent de Chiesa-Montes qui disait que les uns disent qu'il avait peu de goût pour la musique française, aussi, et d'autres qu'il ne l'aimait pas. Vous voyez, donc là encore, une autre information. On sait en revanche qu'il était extrêmement sensible au chant très expressif de Crescentini, qui était un des castrats qui se trouvait justement dans la musique de la cour impériale, puisque vous savez qu'il va également le décorer bien plus tard de la Légion d'honneur, et il paraît que lorsqu'il écoutait Crescentini chanter de cette voix aiguë, qu'on a un peu à peine à imaginer, parce qu'il y avait à la fois la voix aiguë et en même temps la puissance d'une voix d'homme. Le dernier castrat, c'est un enregistrement à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, en Italie. On peut réécouter pour se rendre compte un peu, mais ça ne donne pas véritablement, j'imagine, l'idée de ce que pouvait être cette voix. Si vous voulez véritablement avoir une idée, il y a des expériences acoustiques qui avaient été faites pour le film Farinelli par l'IRCAM, mais il avait croisé 2 voix pour reconstituer en fait ce que pouvait être la voix d'un castrat. Et là, pour le coup, je crois que ça devait sans doute être un peu plus, ça correspond un peu plus à ce que devait être la voix réelle d'un castrat à cette époque. En tout cas, Crescentini, paraît-il, provoque des larmes chez l'empereur lorsqu'il écoute son chant de Castells. Donc vous voyez que les goûts de Napoléon spectateur ne sont pas forcément ceux de l'homme public, puisque on a vu tout à l'heure que Napoléon public va favoriser l'Opéra de Paris par des commandes, par des subventions, par des privilèges qui vont permettre à cette institution de garder une place prépondérante. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les sorties parisiennes de Napoléon, elles, au contraire, vont valoriser en premier lieu l'opéra et en second lieu la comédie française à des fins évidentes de représentation politique.
Alors maintenant que je vous ai un peu posé le cadre, le décor, j'aimerais qu'on suive Napoléon Spectateur dans cette salle qui porte son nom et qui est en quelque sorte, cette salle, un des protagonistes, déjà un des vecteurs de sa propre légende. Alors rendons-nous avec lui dans ce théâtre, mais petit problème, il n'existe plus. Il a été détruit. Mais on peut quand même peut-être le redécouvrir. Alors déjà, où se trouve-t-il? C'est un théâtre qui est au cœur de Paris, et qui se trouvait à l'emplacement d'un square, le square Louvois, en face de l'ancienne Bibliothèque nationale. D'accord ? Donc, c'est un bâtiment qui avait été construit en 1793 par le célèbre architecte Victor Louis, et c'est l'architecte qui avait réalisé le Grand Théâtre de Bordeaux et la Comédie Française. C'est tout simplement lui qui a été l'architecte de ces deux bâtiments. Et initialement, cette salle était destinée à la troupe de l'opéra, de la troupe comique de la Montansier, et ce n'est qu'en 1794 que l'Opéra de Paris s'y est installé. Alors cette scène a été détruite tout simplement parce que dans ces lieux, le 13 février 1820, on y a assassiné le duc de Berry. Et donc, l'édifice est détruit. Louis XVIII décide de faire construire à son emplacement un mausolée à la mémoire du duc de Berry. Mais le mausolée reste inachevé, parce qu'il y a une révolution. Il faut du temps, hein. Il faut du temps pour faire un mausolée, pour construire des choses, etc. Et donc, il n'y a jamais eu de mausolée, c'était tout simplement un square. En 1838, la place est déblayée, elle est nivelée, et on va y installer, Visconti va y ériger la fontaine, qu'on voit d'ailleurs sur cette diapositive. Alors, à quoi ressemblait ce bâtiment? Parce qu'on a quand même les sources. Ça, je crois que c'est important de les voir. Alors, voilà la façade de ce bâtiment. C'est assez austère. C'est une façade c'est un parallélogramme, en fait, d'environ 58 mètres de long sur 39 mètres de large. Et c'est d'une austérité un tout petit peu néoclassique. Hein. Et surtout, cet ouvrage de Victor Louis va inaugurer un nouveau type d'opéra, c'est-à-dire ce qu'on appelle des salles complexes, c'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, on va avoir des boutiques destinées à être louées. On a un café, un fleuriste et des vendeurs de lunettes. Et il y a également des appartements vacants à tous les étages, de la simple chambre sous les combles à l'appartement de plusieurs pièces. Et selon un chercheur qui s'appelle Jean Valette, cette architecture serait inspirée de l'architecture du Théâtre Royal du Drury Lane à Londres. Et vous voyez qu'il y a une véritable sobriété de cette salle. Là, vous la voyez encore c'est une autre vue qui est plus intéressante sur un autre angle. Alors là, ce qui est assez amusant, c'est que vous voyez qu'il y a une affiche au coin là, de cette rue avec un personnage, et on s'aperçoit qu'en fait, c'est peut-être une affiche liée à Trajan, on verra. Bon. Là, vous avez, vous voyez, les passages, et cette Académie impériale de musique qui se trouve ici. Alors, cette salle, et je crois que ça c'est aussi important de le souligner, c'est la plus grande salle de Paris. Il y a à peu près 2000 places, ce qui est considérable pour l'époque. Et ce qui va distinguer cette salle des précédentes réalisations de Victor Louis, ce sont les dimensions de la scène. C'est-à-dire que la scène est légèrement plus grande que la salle. C'est-à-dire que si on la compare à l'Opéra Garnier, cette salle est beaucoup plus haute et beaucoup plus large, mais la scène est moins longue. Et des banquettes vont remplacer le traditionnel parterre debout. Alors on peut s'interroger si cette salle était véritablement, si elle convenait en fait à, tout simplement au spectacle qui était représenté. Parce qu'elle était très 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 longue, très imposante. Alors chanter dans une grande salle comme ça, est-ce que c'était quelque chose qui était véritablement
facile pour les chanteurs, on peut se poser la question. En tout cas, au niveau visuel, la taille de la scène était particulièrement adaptée aux décors monumentaux, aux effets de foule de la mise en scène, aux chorégraphies grandioses, parce que il faut que vous vous imaginiez que sur cette scène pouvaient évoluer des chevaux. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Des chevaux, il y avait des chorégraphies équestres qui avaient été faites par les Franconi, qui étaient des écuyers particulièrement véloces, et qui également, sur certains spectacles, on pouvait être présent, donc vous pouvez imaginer que c'était quelque chose qui était extrêmement imposant au niveau visuel. Au niveau sonore, en revanche, on n'est pas très très content. Geoffroy, qui est un des grands critiques de l'époque, dit que ce théâtre est meurtrier, qu'il est dans une salle peu sonore, la nécessité de crier, l'ambition de faire plus, qu'on ne peut, sont funestes à la poitrine. Alors bien sûr, l'orchestre se trouve dans une fosse, hein, ils sont en dessous. David vous le dira, les chanteurs chantent forcément sans micro, mais encore plus au 19e siècle, je dirais. Et donc forcément, l'orchestre, pour pas qu'il couvre la voix des solistes, se trouvait dans une fosse. Le chef d'orchestre est un peu surélevé pour qu'il puisse à la fois diriger donc, les chanteurs et en même temps faire le lien entre l'orchestre et ce qui se passe sur scène. Donc Napoléon, le politique, le sait très bien. C'est pourquoi il lui importe toujours de venir en personne, de se mêler à l'assistance. Mais lorsqu'il va aller au spectacle, il vient y aller comme un acteur, à des moments stratégiques qui sont orchestrés. C'est quand même un as de la communication. Généralement, Napoléon se rend à l'opéra le mardi et le vendredi. Ce n'est pas un spectateur ordinaire. Il emprunte une entrée réservée. Et vous avez d'ailleurs cette petite citation. L'empereur entre par la porte d'honneur de la rue Louvois, qui n'est ouverte que pour lui, les grands dignitaires, les maréchaux, les ministres, les ambassadeurs et les préfets de police. Alors souvent, il ne va pas arriver comme tout le monde au début du spectacle. Il va arriver en plein spectacle, quand la soirée comprend un opéra et un ballet. Il n'assiste qu'au seul ballet, comme d'ailleurs certaines personnes dans le vent, je dirais, de ton à l'époque. Et son entrée dans la salle constitue en elle-même un événement théâtral. En fait, c'est un peu du théâtre dans le théâtre, d'une certaine manière. Et cet événement-là est soigneusement préparé, voire minuté. Bon, il dit quoi? Que tout simplement, tout est arrangé pour que l'opéra s'achève au moment de l'apparition de l'empereur vers 20h45 et 21h, sachant que la séance commence à 19h précise. Voilà ce que dit notre comte de Rémusat. Alors cette entrée, c'est une entrée en musique. Reprenons le fil des événements, si vous voulez bien. L'empereur a franchi la porte. Il pénètre dans sa chambre qui surplombe la scène. Ce n'est pas, comme je vous l'ai dit, la meilleure place, mais c'est celle où on est le mieux vu. Tous les regards convergent sur lui, la musique retentit, interrompt le spectacle. Beaucoup de sources montrent d'ailleurs combien ce moment est ritualisé. Par exemple, cette chronique du Moniteur, qui est en fait le journal officiel de l'époque, du 16 juin 1810, Ses Majestés ont paru dans l'horloge à 8h30 au bruit d'une éclatante fanfare et des cris 1000 fois réitérés de « Vive l'empereur »,« Vive l'impératrice », qui se sont renouvelés avec la même ardeur au moment où elles se sont retirées à la fin du spectacle. Donc, la musique fait partie intégrante du rituel. Et le directeur de Talor, Bonnet de Trèche, parle lui aussi d'airs et de fanfares. Mais ce ne sont pas n'importe quels airs. Dans 2 morceaux, généralement, saluent l'arrivée du souverain et deviennent en quelque sorte son emblème musical. Le premier, c'est le Vivat in Aeternum, écrit par l'abbé Rose, une courte pièce, jouée lors de la cérémonie du sacre à Notre-Dame. Elle se termine par un vivat repris en chœur par l'assistance sur un roulement de tambour. Et le deuxième air est « Où peut-on être mieux qu'au sein de sa propre famille » qui est tiré de l'opéra comique de Grétry, Lucille, qui est daté de 1769. Et cet air va être d'ailleurs repris par la monarchie française par la suite. D'accord ? Alors, avec un tel accompagnement sonore, nul ne peut ignorer l'entrée de l'empereur dans la salle. Pour ceux qui ne peuvent le voir, ceux qui sont justement au Poulailler ou ailleurs, la musique va créer entre l'empereur et le public un lien encore plus fort
que le regard. Alors, la présence de Napoléon dans une salle, eh ben, ça peut transformer un échec en un triomphe. Je vous donne un exemple. Le 8 mars 1812, Mozart est à la peine à l'opéra. Oui, Mozart, un opéra de Mozart qui est la version française de la flûte enchantée, ça s'appelle Les Mystères d'Isis. Et le journal de Paris relate la scène, je cite, « Enfin, tout languissait. Tout semblait insulter le génie de Mozart lorsque tout à coup apparut le plus illustre vengeur qu'il pût espérer. L'empereur et son auguste épouse sont arrivés au commencement du troisième acte. À cet heureux aspect, l'enthousiasme s'est ranimé. L'honorable tribut payé par notre jeune souveraine au talent d'un des plus célèbres compositeurs de l'école allemande a réveillé l'admiration. Le charme de sa présence s'est répandu partout. Il a tout embelli, la musique, la danse, le chant pur de Lay. Lay, c'était un des chanteurs. Les grâces de Gardel, des Chevigny, des Saulnier, tout a brillé d'un éclat nouveau. Quel dommage que le poème soit si mauvais. Il ne retrouvera jamais une si belle occasion de paraître supportable. Point final. Et oui, donc, la présence de Marie-Louise provoque un véritable retournement de situation. Pour honorer la souveraine, il fallait sans doute fêter son compatriote, compositeur. De toute façon, sur le plan financier, cette fois, la présence de l'empereur a une influence notable sur les recettes. Donc c'est aussi un élément important de sa venue. Ça permet de renflouer les caisses. Surtout quand sa venue est annoncée dans les journaux et que le spectacle est attrayant. Alors là, c'est excellent au niveau du budget de l'opéra. Alors, cette présence de Napoléon à l'opéra, elle est peu fréquente, vous l'avez vu. En revanche, il est sans cesse présent sur la scène, par l'intermédiaire de ces doubles dont je vous parlais. C'est-à-dire que les protagonistes des pièces dont l'Académie a le monopole, c'est héros, c'est droits, c'est rois, c'est dieux, sont toujours des décalques, la plupart du temps, en tout cas de lui-même. Alors, ces œuvres qui sont représentées sont souvent de circonstances, se font l'écho des événements politiques. On peut aussi dégager trois grands moments qui vont se décliner sur tous les autres théâtres d'ailleurs, pas uniquement sur l'opéra. On a d'abord 1806-1807, l'époque des victoires éclatantes. Austerlitz, Iéna, Eylau. 1810-1811, le second mariage de Napoléon avec Marie-Louise et la naissance du roi de Rome. Alors là, beaucoup de pièces là-dessus. Et enfin, 1812-1814, le temps des défaites de la bataille de Russie, de la capitulation finale. Et là, on a souvent des pièces qui sont là pour distraire, pour vanter quelquefois l'héroïsme national. Je pense en particulier à l'Oriflamme, qui va essayer de souder ce peuple-là. Bref, Napoléon est présent. Et même très proche de la Bible. Pourquoi je vous dis ça? Prenons un exemple, la mort d'Adam, créée en 1809 sur un livret de Guillard. Quoi de plus éloigné apparemment de l'actualité politique que cette tragédie lyrique construite sur un sujet biblique? Les censeurs du ministère de la Police, qui examinent le livret, eux, n'hésitent pas. Ils décrivent tout de suite la référence à l'empereur. Et ils expriment dans leur rapport de police le 12 avril 1808. Je cite. Le but de l'auteur a été de consacrer cet acte tout entier à la gloire de l'empereur, et il y marche de deux manières. Petit 1. Il met en scène l'âme de l'empereur telle qu'il la suppose exister il y a 6000 ans. Elle y paraît comme le conquérant, le génie prédestiné. Le second sauveur, promis au genre humain. Petit 2. Il exprime dans des chants la prédiction du règne de Napoléon le Grand, caractérisé par plusieurs circonstances justes et brillantes, tirées des livres hébraïques et vérifiées par l'histoire de nos jours. Le triomphe de Trajan, c'est une œuvre qui est dictée par l'éloge, forcément, qui va être créée sur la scène le 23 octobre 1807, au moment où Napoléon connaît ses plus grandes victoires militaires. Alors, l'écriture du poème revient à Esménard. Esménard, il y a une phrase, c'était quelqu'un qui était
auteur et censeur. Je ne sais plus qui disait que c'était l'espion des poètes et le poète des espions. Il avait ce double rôle. Il va mourir d'ailleurs d'une manière extrêmement bizarre dans un accident de diligence. C'est un personnage très curieux. Et il était, à ce titre, membre du personnel du ministère de la Police. J'ai jamais vraiment su exactement, à part son sort, il y en a un peu plus quand même. Mais bref, on en reparlera peut-être plus tard. Et la musique est confiée à deux personnes, Perçu et Le Sueur, parce que, comme c'est, vous savez, même un opéra, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Souvent d'ailleurs, il y a 4 ans à l'époque, entre le moment où c'est accepté et le moment où c'est sur scène. Et puis, un opéra, c'est une œuvre qui dure plusieurs heures, et souvent, ils sont plusieurs à travailler là-dessus. Et souvent, quelquefois, ils reprennent des œuvres ou des bouts de choses qu'ils ont déjà utilisées dans d'autres opéras. Donc, il y a un côté un peu potpourri, d'une certaine manière. Et Perçu et Le Sueur, c'était deux compositeurs tout à fait importants. Le Sueur, on en parlera tout à l'heure. Et là, le parallèle entre Trajan et Napoléon tombait sous le sens. Je cite Villemain dans ses souvenirs. Il cite les paroles de Napoléon qui dit ceci. Quant à Trajan, le parallèle n'est pas une flatterie d'opéra. Comme lui, aurait dit l'empereur, j'ai vaincu en Orient et sur le Rhin. Et j'ai reconstitué la société à l'intérieur par la modération. On a eu cet exemple tout à l'heure avec David, lorsqu'il nous a parlé justement de Napoléon et des Juifs. Et quoi qu'on en dise, est la loi de mon gouvernement. J'ai succédé au souverain du terrorisme, comme Trajan à Domitien. Et comme lui, j'ai étendu et illustré l'État. D'accord ? Donc, le livret d'Espenard va transposer un épisode fameux de la dernière campagne de Prusse. D'accord ? Donc là, c'est une campagne de Prusse de Napoléon qui va se greffer sur Trajan pour faire le lien entre le présent et le passé. Et qu'est-ce que c'est que ce lien, cet événement ? C'est une grâce qui avait été accordée à Berlin par Napoléon à un général prussien, Franz Ludwig von Haspel, alors que celui-ci complotait contre les Français. L'empereur, d'un geste théâtral, brûla les preuves qui accusaient le général, réduisant ainsi sa culpabilité en poussière. Et donc, Espenard va reprendre habilement l'événement en le situant à Rome, et Hartfeld devient le prince d'As Sigismard, incarné par l'acteur Adrien. Et Napoléon, c'est évidemment Trajan, interprété par le ténor Lenné. Et le geste de clémence de Napoléon-Trajan, qui constitue le nœud de l'intrigue, est précédé à la scène 9 de l'acte 2 d'un défilé triomphal, le clou de la représentation. Alors là se trouve l'allusion aux victoires d'Eylau, Iéna et Friedland. Sous la colonne Trajane défile le char de Trajan tiré par 4 magnifiques chevaux blancs, accompagnés de 13 cavaliers montés sur des chevaux gris et d'une importante suite. Alors là aussi, les couleurs. 4 chevaux blancs pour l'empereur et le reste des chevaux gris. Visuellement, ça parle. Vous allez voir que j'ai des choses à vous montrer. Le tout réglé par les célèbres frères Franconi. C'était les Zingaro de l'époque. Une marche composée par Le Sueur, retentit au même moment, 4 chevaux blancs et non 2, comme le voulait le directeur de l'opéra. C'est Fouché qui a exigé les 4, et non pas les 2, parce que pour des questions d'économie, le directeur voulait deux chevaux. Et sur les bannières du cortège triomphal se lit cette inscription: la Dacie conquise, les Samates vengés, les Scythes repoussés. Chacun peut déchiffrer le code et comprendre la Prusse conquise, les Polonais vengés, les Russes repoussés. C'est une allusion directe au traité de Tilsit, qui mettait fin à la 4e coalition européenne contre la France. Napoléon ne va pas assister à la représentation en 1807 qui le met en scène. Il était bien présent en la personne de l'aîné à qui revenait l'honneur d'incarner Trajan-Napoléon. Regardez. Voilà une représentation de Trajan. Voilà un dessin de Jean-Simon Bertellini qui représente Trajan. Et vous avez le détail du sacre, et vous voyez que la représentation est extrêmement parlante. Napoléon va venir le 31 juillet 1810. Il est présent en chair et en os à la représentation de Trajan, mais il arrive en retard pour la scène du défilé triomphal de l'acte 2. Et ça, c'est vraiment très rigolo, parce qu'il fait son entrée lorsqu'on installe les décors du 3e acte. C'est une entrée catastrophique. Et donc là,
on interrompt brusquement la mise en place, les acteurs reviennent en toute hâte et reprennent la scène du triomphe de l'empereur Trajan de l'acte 2. C'est la première fois, et sans doute l'unique fois à l'opéra, qu'on a répété 2 fois la même scène pour qu'elle soit bien comprise. D'accord ? Et ça, c'est important donc d'avoir. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment la presse relate également cette chose-là. Alors, le Mercure de France, 4 août 1810. Que dit la presse? Elles sont arrivées, alors, Ses Majestés, au moment où la pompe triomphale venait d'exciter l'admiration. Le public a demandé à grands cris que ce spectacle ravissant fût recommencé et saisit avec transport toutes les allusions que la présence de Ses Majestés rendait si naturelle et si fréquente. Voilà. Donc Napoléon, acteur et spectateur, mais a-t-il réussi à obtenir l'adhésion du public? L'habile homme politique qui comptait sur l'opéra pour exalter son action, par héros interposés, a-t-il atteint ses fins? Pas toujours, me semble-t-il, car la salle est peu gouvernable. On partagera l'opinion de l'auteur dramatique Amaury Duval, à qui l'on demandait d'observer les effets des pièces de circonstance sur les spectateurs. Et il dit ceci: je n'en jugerai pas d'après les bravos d'hommes postés par la police pour exciter les applaudissements. Cela ne m'apprendrait rien. Il faut dans ce cas examiner les foyers après les représentations. Si l'on ne dit rien de la pièce, quelques applaudissements qu'elle ait reçus, on peut être sûr qu'elle n'a pas été approuvée ou qu'elle n'aura servi à rien. Fin de citation. Voilà, donc voilà un exemple de cette propagande. On a vu ensemble la scène de l'opéra, la manière dont Napoléon a voulu instrumentaliser le lieu. Mais laissons peut-être un peu la place maintenant aux œuvres et aux artistes. Derrière cette propagande, il y a des œuvres, il y a des nouveautés qui vont influencer d'autres compositeurs. Et ça sera pour l'instant mon autre et dernier point. Et là, je vais vous faire écouter et montrer des choses. Quels sont les compositeurs qui sont venus? Beethoven, ça aurait pu se passer. Ça aurait pu se passer. Parce que vous savez que Beethoven, en 1802, commence à écrire sa 3e symphonie. C'est un moment difficile pour Beethoven parce que c'est un moment où c'est une période de remise en cause pour lui musical. Et puis, il a une idée. Et petit à petit, cette idée devient symphonie. Et là, il est ses idées complètement. Alors, il y a plusieurs témoignages, on ne sait pas. Alors, ses proches disent qu'il était très admiratif de Napoléon, et de Bonaparte, excusez-moi, et qu'étant très admiratif de Bonaparte, il décide de dédier cette symphonie à Bonaparte. Cette symphonie, ce serait appelée la symphonie Bonaparte. D'accord. D'autres disent que c'est Bernadotte qui aurait suggéré à Beethoven de dédier cette œuvre à Bonaparte. Et puis, il est encore dans le travail de cette symphonie. Et puis, entre-temps, Napoléon se fait sacrer empereur. Alors, la fureur de Beethoven. Et il y a cette phrase assez célèbre qui a été rapportée par Ries. Et Beethoven aurait dit: il n'est donc rien de plus qu'un simple mortel. Maintenant, il va lui aussi fouler aux pieds tous les droits de l'homme et ne céder qu'à son ambition. Maintenant, il va se croire supérieur à tous les hommes et devenir un tyran. Alors, il a pris son stylo, il s'est dirigé vers la partition, il a griffonné le titre avec le titre qui était la symphonie Bonaparte. Il l'a enlevé avec une telle violence qu'il va même déchirer le papier, paraît-il. Et cette œuvre, elle sera connue comme la Symphonia Eroica. La Symphonie Eroica, la 3e symphonie. Et peut-être que quand vous écouterez cette œuvre-là, vous penserez peut-être qu'au départ, dans les intentions de ce compositeur, il y avait cet hommage à ce que pouvait représenter pour lui Bonaparte. Donc, la rencontre des 2 personnes les plus marquantes du temps, au niveau musical et politique, n'a pas eu lieu. C'est dommage parce que, imaginons que Fidelio, l'opéra, le seul, de Beethoven, se soit fait à Paris.
ça aurait été complètement différent. Il aurait retrouvé l'orchestre. Ça aurait peut-être été une rencontre exceptionnelle. Mais alors qui? On peut se poser la question. Alors le premier que je vais vous présenter, c'est Spontini. Tout à l'heure, David a parlé de Joséphine à un moment. Et on peut pas lier, on ne peut pas séparer la personnalité de Spontini de celle de Joséphine. D'ailleurs, l'œuvre dont je vais vous parler, qui s'appelle La Vestale, lui est dédiée. Et Spontini, c'est un compositeur italien qui a fait ses armes à Naples et qui arrive donc dans les milieux parisiens en 1800. Et il est tout de suite pris sous son aile par Joséphine. Et c'est Joséphine qui va énormément insister pour qu'il puisse avoir un grand opéra, enfin plutôt une tragédie lyrique, jouée au Grand Opéra à l'Académie impériale de musique. Et donc, cela va être La Vestale. Alors, cette œuvre, La Vestale, dont je vais vous parler, et que l'on va écouter, elle a été considérée par les gens de l'époque comme une des œuvres les plus remarquables, puisqu'en fait, il y a eu un prix décennal qui récompensait l'œuvre lyrique la plus importante, et c'est La Vestale qui a remporté le prix. C'est une œuvre qui a énormément inspiré les gens et les compositeurs de cette époque. Pour vous donner un exemple, Wagner l'a dirigé dans les années 1840. Il a été très intéressé par cette œuvre. Berlioz, qui est un compositeur qui a écrit la Symphonie fantastique en 1830, va aussi être inspiré par cette œuvre. C'est une œuvre qui recèle en elle un grand nombre d'éléments que l'on va retrouver développés dans ce qu'on a appelé après le grand opéra au XIXe siècle. Et donc, cette œuvre, c'est une sorte d'œuvre hybride entre à la fois deux styles de musique, le style français très déclamatoire, parce que ça va être une œuvre en français, et en même temps le style italien. Et en même temps, c'est une œuvre hybride parce que c'est une œuvre entre deux époques. C'est une œuvre qui n'est pas encore véritablement le romantisme du XIXe siècle, et ce n'est pas non plus également une œuvre qui se rattache à l'époque classique et à Mozart. Et toute la difficulté, justement, de cette œuvre, pour la rendre aujourd'hui à nos oreilles, c'est de savoir quel va être le parti pris de l'interprète pour vous la rendre, pour vous la faire vivre devant vous. Le personnage principal, Licinius, qui arrive. Alors, voilà la fin donc, de cette ouverture, peut-être beaucoup plus rapide. Et là, vous allez voir que l'élément du décor, vous voyez, c'est complètement minimaliste. Là, c'est ce qu'on a souvent d'ailleurs dans les opéras contemporains pour réintroduire des opéras du répertoire. Il y a cette volonté de trancher avec une représentation traditionnelle. Et là, on a des personnages qui sont pas associés à un moment de l'histoire. Vous voyez qu'il a un manteau d'officier, mais ça peut être un manteau contemporain, donc il joue beaucoup là-dessus. Et on retrouve ces éléments-là dans beaucoup de mises en scène d'opéra. Et donc, il faut avoir en tête que Licinius, c'est le personnage principal, et La Vestale, c'est une histoire d'amour, en fait. C'est une histoire d'amour entre deux personnages, donc Licinius et Julia, qui est une Vestale. Et là, il faut comprendre, en fait, La Vestale comme un opéra miroir également du Triomphe de Trajan. Le Triomphe de Trajan a été fait en 1807, donc c'est l'homme politique, là, c'est le destin, le vainqueur, hein, d'accord. Et là, c'est l'aspect, je dirais, plus personnel, où Licinius aime justement Julia, et cet amour est partagé, mais le problème, c'est que son père l'a destinée à être une prêtresse du temple de Vesta, et donc d'être complètement... voilà. On ne peut pas se marier, donc il y a ce dilemme, et vous allez voir que ce dilemme va se résoudre de manière heureuse. Le décor, là vous avez vu le décor de ce premier acte, très dépouillé, voilà ce que c'était à l'époque. Le décor du premier acte, donc avec des mises en perspective sur des panneaux peints. Et là, faut vous rappeler également les particularités de la salle. Hein. Une scène très grande, très très importante, avec beaucoup d'effets également, forcément. Alors maintenant,
on va passer au deuxième personnage qui est la fameuse Julia. Cette Julia, alors vous voyez, là, on les a. Hein. On a Madame Branchu, on a le ténor Lenné, voilà, qui sont présentés. Là, on va écouter l'air qui a le plus marqué les contemporains, d'accord ? Qui, là aussi, est une sorte de mélange entre une synthèse, si vous voulez, entre le bel canto italien et en même temps la déclamation française. Et vous voyez que là, on a Madame Branchu avec la flamme. Là, c'est un moment qui va être un moment très dramatique où Julia va expliquer toute la difficulté de sa situation et ce dilemme de ne pas pouvoir. L'autre compositeur que je vais vous présenter, de faire l'ami de Spontini, c'est Cherubini. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va pas du tout avoir le même destin sous l'Empire que Spontini. Il n'est pas aimé du tout par Napoléon. Il n'aime pas du tout sa musique, mais quand même, il accède à l'opéra par une œuvre qui s'appelle Les Abencerrages en 1813. Alors cette œuvre n'a absolument aucun lien avec le dernier des Abencerrages de Chateaubriand. Donc cette œuvre, elle ne va pas du tout faire l'unanimité. Parce que Cherubini, il est considéré à l'époque comme un des représentants de la musique allemande. Comment ça, la musique allemande? Oui, la musique allemande. La musique Beethoven, parce que Beethoven, on commence un peu à le découvrir. Ses premières symphonies sont jouées au conservatoire par Abenek en 1811. On le découvre un peu à Marseille, un tout petit peu avant. Mais en fait, c'est une musique plus orchestrale. Vous savez que Beethoven était très admiratif de Cherubini, en particulier d'une œuvre qui s'appelle la Médée. Donc là, au contraire, dans cette œuvre-là, c'est une œuvre qui se passe dans l'Espagne hispano-mauresque, à Grenade, et c'est déjà quasiment un début de couleur locale. Vous vous rappelez Carmen? Bizet, 1875. Mais là, on a déjà une forme de couleur locale. Cette couleur locale, on va la voir par les décors, puisque l'Alhambra est reproduit en décor. Complètement. C'est aussi une couleur locale parce que musicalement, il y a des instruments comme le tambour de Basque, qu'on va retrouver aussi, qui est un instrument typique. Là aussi, il va reprendre un peu des éléments un peu folkloriques. Mais pas comme Carmen, pas comme Bizet plus tard. À ce propos, Carmen, au départ, ça a été un désastre au niveau réception publique. Hein. Ce n'est qu'après qu'on a compris que c'était une œuvre majeure du répertoire. Maintenant, je vais vous montrer une œuvre qui a eu beaucoup de succès, que Napoléon a aimé. Mais là aussi, la petite différence, c'est que c'est une œuvre qui s'est inspirée de quelque chose qui ne vient pas du monde de l'opéra, mais plutôt d'une légende qui s'appelle la légende d'Ossian. Alors, est-ce que vous connaissez Ossian? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, pourquoi ça a été quelque chose de très très important, Ossian? C'est parce que Ossian, c'est l'apparition d'un Homère nordique, en fait. Et en fait, vous savez que c'est en fait une supercherie littéraire, parce que c'est James Macpherson qui va transcrire, paraît-il, 168 des poèmes prétendument écrits par un barde écossais du IIIe siècle appelé Ossian. En fait, c'est lui qui a tout écrit. Mais ce qui va se passer, c'est que l'évocation de cette mythologie nordique, du rêve, de ces personnages va ouvrir l'imaginaire des artistes. Et rappelez-vous les thèmes de la mythologie de Wagner. Un siècle après, il est né en 1813. Ça s'inspire de cette légende nordique aussi également. Alors cette légende nordique, il faut aussi lui donner corps au niveau des décors et des personnages. Alors là, vous avez les personnages, il y a une harpe, là encore, couleur locale. Et là, une des grandes forces de cet opéra écrit par Le Sueur, c'est que on va avoir des véritables trouvailles au niveau de l'orchestration, des instruments. On va avoir, par exemple, 12 harpes à un moment. 12 harpes. Parce que la harpe, c'est le barde. C'est l'Aède. Et ces harpes vont être complètement remises en scène dans l'orchestre. Vous savez que la harpe, c'est un des instruments les plus populaires à l'époque. La harpe, il y a des œuvres, la harpe, c'est l'instrument de salon, il y a beaucoup d'opéras ou d'œuvres qui vont être connues d'ailleurs en province par des morceaux choisis qui sont vendus, etc. Donc la harpe, c'est vraiment un élément important. Et là, Le Sueur, qui est l'auteur donc de cet opéra,
qui est un personnage important, aimé, beaucoup aimé de Napoléon, qui va être aussi le professeur de Berlioz et de Charles Gounod. Je vous dis ça parce qu'il y a un lien entre Berlioz et Le Sueur. Là, on parle de trouvailles d'orchestration, de trouvailles d'instruments pour dire une idée. Vous savez que Berlioz a écrit un traité d'instrumentation, c'est-à-dire qu'il a essayé de coder toutes les possibilités sonores des instruments avec la connaissance de son époque, et il a ouvert la porte sur tout un domaine qu'on appelle l'orchestration, c'est-à-dire orchestrer une chanson, savoir quels instruments on va mettre pour accompagner une mélodie, faire jouer une mélodie au violon ou à la flûte, ça ne va pas sonner de la même manière. Donc chaque instrument porte en lui un imaginaire. Et c'est ça l'orchestration en fait. Regardez, écoutez les tableaux d'une exposition de Moussorgsky et regardez l'orchestration de Ravel. Au piano, c'est au piano au départ. Et puis après, ça a été orchestré par Ravel, l'auteur du Boléro, et vous vous rendez compte que ça ne sonne pas du tout de la même manière. Donc, dans Ossian, on a effectivement ces trouvailles d'orchestre, ces effets aussi qui sont très importants. Les effets, le lien entre la scène et le son, c'est quelque chose qu'on trouve souvent. Quand je regardais les partitions, les conducteurs, le conducteur, c'est l'endroit où on a toutes les partitions du chef d'orchestre. Souvent, il y avait des trucs comme ça, sur une note tenue fort, bam, et là, il y a marqué le personnage tourne la tête. Ça vous imagine un truc très fort. Bon. Donc, ça donne des informations sur le jeu très dramatique de l'époque, sur cette manière d'incarner ces personnages, à cheval entre le théâtre et l'opéra. Il y a toute une tradition du jeu, si vous voulez, qui échappe quelquefois un peu, parce qu'il n'y a pas des traités, ou il y a quelquefois des traités. Mais donc il y a toute une réinterprétation, ça qui est très intéressante aussi. Vous voyez qu'il y a des effets quand même très cinématographiques avant l'heure. Manière de faire monter la pression comme ça du grave, avec la répétition. On dirait Herman ou Hitchcock, quoi. Et complètement. C'est pour ça que je trouve que ça parle d'autant plus. Exactement. Herman, Hitchcock, c'est les mêmes procédés. De toute façon, il y a un grand lien entre l'opéra, vous savez, et la musique de film par la suite. Et puis cet aspect spectaculaire, je dirais, du grand opéra aussi, on le retrouve. Alors, pour finir, je vais vous parler de quelqu'un que j'ai oublié de vous mentionner, parce que dans un opéra, on a dit qu'il n'y avait que des compositeurs, mais il faut bien des paroles. Et oui, quand même, c'est la réunion depuis Monteverdi, depuis 1607, l'Orfeo, d'un texte, d'un mythe, paroles et musique. C'est ça. Et après, il y a des styles différents, des choses qui vont évoluer, tragédie lyrique, grand opéra. Et il y a quelqu'un dont on ne reconnaît peut-être pas assez l'importance. Il y a un livre qui vient de lui être consacré qui s'appelle Étienne de Jouy. Étienne de Jouy, c'est d'abord un aventurier, personnellement. Il part, c'est une sorte un peu de Chateaubriand. Vous vous rappelez que Chateaubriand est parti aux États-Unis quand même, en 1792, me semble-t-il. David, je ne sais plus, bref. Oui, c'est ça. Voilà, il a rencontré des Indiens, il est revenu avec Atala et tout ça. Et bien, Étienne de Jouy, c'est aussi quelqu'un qui a une vie aventureuse et en même temps, il a vécu et en même temps, c'est un ermite. Alors, il s'appelait d'ailleurs l'ermite de la chaussée d'Antin parce qu'il signait des articles où il s'appelait l'ermite de la chaussée d'Antin. Pourquoi je vous en parle? Parce que la personne qui fait peut-être le lien entre certains de ces opéras, c'est lui. Parce que la Vestale, c'est lui qui avait l'idée. Il l'a proposé à différents compositeurs, ils n'ont pas accepté, je trouve que c'était pas bien. Il n'y a que Spontini qui a relevé, qui a tout de suite senti ce qu'il pouvait faire avec ça. Les avancérages, c'est lui aussi. Et puis Guillaume Tell, Rossini, c'est lui. Ah mais Guillaume Tell, c'est pas à cette époque, Rossini. Non, c'est 1828-1829. C'est-à-dire que, en fait, le lien entre cette époque napoléonienne et ce qui va suivre, Rossini, c'est le grand compositeur. Et puis le modèle de Guillaume Tell, ça va être un modèle qui va faire, effectivement, qui va énormément inspirer les contemporains. Et bien c'est Étienne de Jouy. Donc en fait, quand on travaille sur un opéra, bon, David l'a dit tout à l'heure, j'étais aussi compositeur, j'ai commis un opéra. Et comme étant un opéra, je me suis rendu compte de beaucoup de problématiques qui m'avaient échappé en tant que chercheur, d'ailleurs. Vous voyez, des choses qui m'échappaient. D'abord, le lien entre le texte et
et la musique. Vous savez que souvent, on n'entend pas très très bien l'orchestre. Quelquefois, l'orchestre couvre les voix. Ou alors, s'il les couvre, c'est qu'il faut qu'il y ait un aspect un peu dramaturgique là-dedans. Donc, il y a des éléments, en fait, dans la fabrication d'un opéra. Il faut imaginer qu'un opéra, c'est une œuvre collective, en fait. Et une œuvre collective, c'est un mariage à trois, je dirais, entre le librettiste, le compositeur et le metteur en scène. Mais à l'époque, il n'y avait pas de metteur en scène aussi important, et la mise en scène n'a pas eu un rôle aussi important. Et aujourd'hui, je crois que la mise en scène est très importante dans les opéras, parce que ce qui fait nouveauté avec des œuvres du passé, c'est la manière dont on les présenter. Donc la mise en scène, tout de suite, a eu un rôle très important. Et puis aussi, l'importance du visuel sur le son. Hein. Je m'intéresse beaucoup aussi à la perception visuelle, auditive, c'est des choses qui m'intéressent comme chercheur. Et afin de finir, on peut se poser la question de savoir, bon, Napoléon a utilisé l'opéra, on en est tous d'accord, comme un habile homme politique, et d'ailleurs en précurseur de l'importance des médias. On connaissait le bulletin de l'armée d'Italie, d'accord, où il vantait ses exploits. Là, c'était la même chose. Et le théâtre, à l'époque, c'était la télévision d'aujourd'hui ou l'Internet. On pouvait avoir tout le monde. On pouvait avoir tout le monde. Et puis, le nombre, la capacité des théâtres, aussi à Paris, est extraordinaire. Bon, bref. Tout ça fait qu'il y a une tradition théâtrale, que être présent sur la scène, mettre en scène son pouvoir, c'était tester l'opinion publique et aussi influer sur cette opinion publique. Des thèmes tout à fait contemporains aujourd'hui. Et il a été précurseur dans ce domaine. À côté de ça, il y a un répertoire qui est apparu. Un répertoire qui apparaît à un moment de l'histoire de la musique, qui est une sorte d'entre-deux, en fait, entre les Lumières et le romantisme. Et cet entre-deux, il y a des œuvres qui vont apporter, qui vont nourrir en elles des choses qui après vont être développées par d'autres. Je pense à Wagner, je pense aux Italiens, je pense à la Messe de Portici aussi, qui est une œuvre extraordinaire, qui a été faite par Robert, une des seules œuvres d'ailleurs qui a provoqué la Révolution belge. Vous savez que les gens écoutaient en 1830 la Messe de Portici, puis bref, ils se prennent tout de suite, ils sont en phase avec ce qui se passe sur la scène, ils décident de faire la Révolution et de renverser le pouvoir hollandais. Bravo. 1830, la Révolution belge commence par un opéra, ce qui montre bien aussi l'importance de l'opéra, parce que l'opéra, c'est du texte, c'est de la musique, et la musique, c'est des sensations. On a tous écouté de la musique, on a tous, quelquefois, des frissons musicaux. Corporellement, ça nous touche. Quelquefois, notre cœur bat différemment. On est en phase avec ce qui se passe. La musique, c'est un vecteur, et les révolutionnaires l'ont compris beaucoup, et puis plus tard, d'autres aussi. Et la musique, c'est ça, ce qui fait sans doute son pouvoir et sa force. C'est qu'il se crée toujours un lien entre celui qui l'écoute et celui qui l'entend. Et ce lien est toujours personnel. Quand vous avez des images, Bernard Herrmann, mais d'autres, peut-être ça sera quelqu'un d'autre, ou des choses complètement différentes. C'est toujours un lien où l'auditeur est créateur lui-même. J'espère que je vous ai donné envie, d'abord de vous rendre compte que la musique c'est important, et puis maintenant, j'espère qu'on va en parler avec David, qui a en plus plusieurs casquettes, et une grande casquette qui est celle de chanteur-interprète, qui a des choses à nous apprendre aussi. Merci. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour monsieur David Chailloux, s'il vous plaît. Bravo David. Rapproche-toi un petit peu de moi, mon cher ami. Rapproche-toi un petit peu de moi. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Formidable. C'est intéressant, hein? Alors, première question. Bien sûr, on va vous entendre si vous avez des questions, il n'y a aucun souci. Pour moi, l'opéra, tout ce qui était l'opéra, la musique classique, mais surtout l'opéra, pendant la Révolution française, c'était un vrai désastre. On peut dire qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Est-ce que Napoléon a quelque part sauvé l'opéra? Alors, écoute, je serais sans doute un tout petit peu plus contrasté. Je dirais que c'est un grand administrateur, Napoléon. On est bien d'accord. Donc, il a assaini, en fait, le système de l'opéra. D'ailleurs, il y avait un gros problème du système de retraite à l'opéra à l'époque. Déjà à l'époque, parce que, en fait, le précédent directeur avait piqué dans la caisse. Enfin, il y avait des trucs un peu. Déjà à l'époque. Ça, je ne sais pas. En tout cas, donc, il y a eu quelque chose où Napoléon a été véritablement un réformateur. Réformateur, je dirais, structurel, de la structure. Alors, il a structuré l'opéra, il a donné de l'argent pour que l'opéra puisse monter des spectacles,
Mais en même temps, il l'a quand même aussi un peu bridé. Tu comprends? Parce que c'est toujours le dilemme entre un pouvoir comme l'opéra, ça demande tellement d'argent qu'on a besoin d'une puissance publique derrière. Mais la force de la puissance publique, c'est justement de laisser complètement les créateurs libres. Et il ne l'était pas complètement. Enfin, alors, c'est bien parce que tu fais le lien parfait. Alors, j'ai une citation que j'ai trouvée, que Napoléon a déclarée expressément au Conseil de l'État le 18 avril 1806. L'opéra coûte au gouvernement 800 000 francs par an. Mais il faut soutenir un établissement qui flatte la vanité nationale. On peut l'aider sans recourir à un nouvel impôt. Il n'y a qu'à protéger l'opéra aux dépens des autres théâtres par certains privilèges. Voilà, aux dépens des autres théâtres. Alors, il faut dire aussi, non mais tu as raison, tu as complètement raison, aux dépens des autres théâtres. Mais le problème, c'est que le monde du théâtre n'est pas aussi simple à gouverner. Et en fait, lui, les censeurs se disaient, ben voilà, l'opéra, ils font du genre comme ça, ils font les genres. Et puis, il y a eu des concurrents. Parce que le théâtre de la Porte Saint-Martin, qui faisait aussi des ballets un peu historiques, qui était peut-être un peu plus novateur, plus rapide, et ben, il faisait concurrence à l'opéra. Alors, l'opéra s'est plaint auprès de Napoléon, et paf, on l'a éliminé. Et donc, ça a été fermé. Et puis aussi, les censeurs se disaient, mais le genre du grand opéra, c'est vraiment là. Mais le problème, c'est que c'est le mélodrame qui commence à pointer. Et le mélodrame, il y a aussi un peu du mélodrame chez les créateurs de l'opéra, parce qu'ils veulent être aussi un peu à la mode. Et donc, quelquefois, ils reprennent des ressorts de ce qui se fait sur les autres scènes. Et les censeurs, qui regardent en fait les œuvres avant qu'elles soient représentées et qui les biffent si nécessaire, sont contre ça. Donc, ils veulent que les choses soient figées, mais la musique, c'est du mouvement. On n'est jamais dans les genres. En parlant de mouvement, c'était aussi le début un petit peu, enfin, d'après, en voyant ta belle conférence, c'est ce qui m'a vraiment le plus touché, c'est que c'est vraiment le début de la vraie école de l'opéra purement français. Parce que, à l'époque, tout le monde copiait les Italiens, Mozart, c'était vraiment l'Italie. Enfin, tout était pris là. D'ailleurs, il a utilisé l'italien alors que lui-même n'était pas du tout italien. Pour moi, c'est vraiment, et je te remercie encore d'avoir fait écouter ces opéras, ces extraits, parce qu'on écoute vraiment la France, et on écoute, excuse-moi, pardon, et on écoute aussi, je ne sais pas si c'était le cas pour vous, on écoute l'époque aussi, on ressent l'époque dans la musique. Oui, et tu sais, il y a quelqu'un qui avait fait un livre que je trouvais assez intéressant qui s'appelait La rumeur des batailles. Et c'est vrai que je crois que la musique, c'est du temps. C'est du temps. C'est une mise en mouvement. On n'a pas la même perception du temps en 1800, en 1700, en 1900, en 2000, en 2021. Et je pense que nos musiques aussi reflètent aussi cette perception du temps différente. Et de l'espace aussi également. Parce que tu vois, là, toutes ces nouveautés de l'ordre, je dirais, de l'orchestration, tout ça, s'il n'y avait pas eu les spectacles en plein air de 1790 et la fête de la Fédération avec Gossec et ses 200 musiciens, il n'y aurait peut-être pas eu toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'en fait, la perception de l'espace, Berlioz va beaucoup travailler sur l'espace, sur la résonance, sur des choses comme ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des gestes de création qu'on retrouve à toutes les époques, en fait. Et qui transpercent tous les styles, tous les moments. Mais l'époque napoléonienne est une époque très intéressante parce que c'est une époque de l'entre-deux. Merci encore. Tu as rendu hommage à Étienne de Jouy. C'est vrai qu'on oublie de saluer les librettistes. Et il y a eu aussi un petit peu, je trouve, une révolution, c'est qu'à le dire, dans les livrets. Puisqu'avant, c'était sur les rois, les tragédies grecques, comme tu l'as si bien dit. Puis un petit peu plus tard, il y a eu un peu le mouvement du vérisme, Patrick qui aime Nathalie et François qui est pas content, enfin des histoires un peu plus naturelles. Napoléon ne voulait pas ce genre d'histoire où lui il aimait. Ben, je crois que tu vois, Napoléon, c'était quelqu'un dont, alors peut-être c'est les origines corses dont parlait David tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a. Des Corses ? Ah, je crois pas. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que je pense que l'italien, la langue chantée italienne, Crescentini, c'était ça. En fait. C'est les arias antiques. Et en fait, c'est cette langue-là qui devait sans doute être celle de son cœur. En même temps, en tant que chef de l'État, il se devait de favoriser
un art qui puisse justement... faut dire que Paris, c'est un pôle. Quand tu dis, là, par exemple, tu as dit tout à l'heure, je me dois de... Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les décors que vous avez vus là, les gens sont très coquets à Paris. Hein. Il y a des modes, etc. Donc, quelquefois, il y a des modes qui proviennent d'opéra. Par exemple, il y avait un opéra qui s'appelait Les Bayadères. Paf, la manière de les rubans, etc. Paf, il y a des modistes qui ont repris tout. Et puis, ça devient une industrie. En fait, tout ça, c'est lié. C'est un petit monde qui vit comme ça un instant. Et j'ai oublié de parler des cabales et aussi de la claque. Parce que la claque, c'est institutionnalisé aussi à Paris. Il y a les bravos. Les bravos, oui, bien sûr. Et que certains disent, il faut faire tomber cette pièce. Je ne sais pas si vous avez vu le fameux le film qui est très bien. Oui, j'allais dire ça. Oui, c'est Michalik, c'est ça. Il y a un moment, la claque. Edmond. Voilà, Edmond. Alors, il en parle, c'est bien d'après, effectivement, mais cette institution-là, elle est là. Moi, je me rappelle, dans les rapports de police, on disait qu'il y avait un coiffeur qui s'appelait Leblond, qui avait une coiffeur qui s'appelle Leblond. Oui, c'est pour ça que j'ai retenu, je crois. Donc, et qui avait une partie de la claque et qui pouvait être tout à fait acheté par tel ou tel chanteur ou chanteuse ou auteur pour faire. Alors, il y avait aussi un truc très marrant à l'époque, parce que les auteurs aussi voulaient qu'il y ait du succès, c'est qu'ils faisaient aussi des pastiches de ces œuvres-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient des parodies des grandes œuvres sur des petits théâtres pour créer une sorte un peu de buzz, je dirais, médiatique. Et voilà. Donc c'est vraiment un monde intéressant. Et puis surtout, c'est l'opinion publique. Cette opinion publique. Alors pour l'opéra sous la Révolution, il y a eu beaucoup de choses aussi. Oui, il y a quand même eu beaucoup de choses. Mais je dirais que simplement la volonté réformatrice, le fait de stabiliser les institutions, ça c'est une des facultés de Napoléon. Je dirais, c'est la volonté de réformer, d'organiser, ce génie qu'il avait sans doute. Même si on a beaucoup parlé aussi des aspects sombres de la légende noire également, du personnage. Mais tout ça, ça fait effectivement partie de l'époque. Et c'est une époque très intéressante parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une époque où les gens ont traversé la Révolution. C'est-à-dire c'est des gens qui ont traversé un temps. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 40 ans sous Napoléon, il a traversé la Révolution. C'est quelqu'un qui a 30 ans, il a traversé la Révolution. Il arrive là, il s'est passé des choses effrayantes, et en même temps des avancées, et une violence très forte, etc. Il faut voir toujours ces générations-là. C'est des générations de gens qui ont connu des changements complets. Je veux dire, quelqu'un qui est né en 1770, il a 20 ans en 1789, un peu plus avec Napoléon, 1830 il peut encore être présent, 1848 aussi. C'est vraiment, il y a une instabilité politique, il y a un changement complet. Tout ça, c'est intéressant. Et l'esthétique aussi d'une époque, c'est les œuvres. C'est les œuvres, je suis d'accord. Il ne faut pas oublier qu'une esthétique, c'est les créateurs. C'est les créateurs, il faut leur donner la parole. Et ces créateurs, comme beaucoup, ils ont été obligés de faire avec le pouvoir politique, Beethoven aussi. Et lui, c'était un des seuls à vouloir avoir une forme d'indépendance par rapport à ça. Regardez même Mozart, avec l'archevêque de Salzbourg, le pauvre, il était obligé. Et puis l'archevêque aussi, le roi qui lui dit il y a trop de notes dans ce que vous faites. Pas une de trop. Voilà, tout ça, c'est des choses compliquées, mais bon, qui a été la vie des musiciens à cette époque. Et c'est entre deux aussi, entre un musicien de cour et un musicien qui devient un peu plus indépendant. Hyper intéressant. Alors, question très simple, c'est un peu dur, mais est-ce que Napoléon, tu penses, il aimait vraiment l'opéra ou il s'en est servi? Écoute, je pense qu'il aimait le chant. Hein? Ah oui. D'ailleurs, j'aimerais... Oui, exact. Il y avait une maîtresse qui était... Racine, effectivement. Elle est là ce soir. Ah oui. Elle est intemporelle. Mais oui. Mais Joséphine aussi était... C'est pour ça que je trouve que c'est assez... Julia, dans la Vestale dédiée à Joséphine, c'est amusant quand on connaît justement la vie de Joséphine. Voilà. Et ça fera beaucoup souffrir. Donc il aimait, on peut dire Napoléon aimait l'opéra? Je ne sais pas. Ouais. Est-ce qu'il demandait à écouter les opéras avant validation? C'est-à-dire que le livret, ok, c'est une chose,
mais c'est pas comme aujourd'hui où tu envoies un WeTransfer de MP3, de machin. Donc, est-ce qu'il demandait à ce que l'opéra soit joué avant avec les chanteurs pour Écoute, le valider? alors là, Cherubini, justement, a eu alors, moi, je peux pas dire oui, non. Tu sais, c'est toujours par rapport à des archives. Parce que il faut dire que l'histoire, c'est une reconstitution. On essaye de faire parler des morts. Et je me rappelle, Jean Tullard, notre professeur, si tu te rappelles, disait que c'est une enquête policière, mais simplement tous les protagonistes sont morts. Donc il y a cette idée que c'est une enquête, l'histoire. On reconstruit des choses, on réévalue des choses en fonction des documents, et petit à petit se crée une familiarité avec une époque, en sachant que c'est une époque très très différente. On ne peut pas avoir les lunettes d'aujourd'hui, même s'il y a des analogies, même s'il y a des choses qu'on retrouve, un peu comme une pointe d'iceberg. Mais là, je pense que Cherubini, une des raisons de la brouille de Cherubini avec Napoléon, c'est que Cherubini disait que ça s'était pas très bien passé entre eux parce qu'il voulait lui donner quelques idées sur telle chose, là, et lui n'avait pas refusé, quoi. Voilà. Cherubini. Ah, Cherubini, Oui, ouais. et donc, voilà. Donc, moi, je ne sais pas, on ne sait pas ces choses-là. Et puis, tu sais, ce qu'on sait, c'est la censure. La censure, on le sait. Il y avait un groupe de censure Oui. et qui était contrôlé par Napoléon. Alors, bien sûr, qui était contrôlé par le ministre de la police. Et alors, dans ces censeurs, d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que ces censeurs, c'était tous d'anciens royalistes, quasiment. Et après, donc, ils ont poursuivi tranquillement leur vie sous la Restauration. Faut dire que c'est une époque où les gens immobiles se comptent sur les doigts de la main. Il y a un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire des girouettes politiques, et sur ce dictionnaire des girouettes politiques, il est énorme. Alors vous avez des compositeurs, parce que souvent les compositeurs, il fallait qu'ils répondent à la circonstance. Il faut écrire très vite quelque chose pour machin. Bon, bref, d'accord. Et paf, il fallait qu'ils tombent dans leur carton une scène qui pouvait coller. Donc c'est pour ça que souvent, ils écrivent en groupe, à plusieurs. Et on a des œuvres un peu pot-pourries, pas géniales. Par exemple, où il y a un air de machin qui est pris, un autre, etc. C'est collé, c'est arrangé, et puis brusquement, c'est monté très vite dans l'urgence, et ça y est, c'est une œuvre. C'est une œuvre qui reste pas longtemps et qu'on oublie aussi très vite. Ah, alors, on a vu dans l'art, par exemple, soit des peintures avec Napoléon qui étaient montrées d'un côté très glorifiant, Napoléon traversant les Alpes. Alors, il est dit que c'était lui, c'est même pas il est dit, qui choisissait les cadres, la taille, les couleurs, etc. Est-ce que tu penses qu'il faisait pareil pour les opéras? C'est-à-dire qu'il voulait placer tel chanteur pour, à lui, se donner l'image du conquérant dans les opéras. Parce que oui. Ah, tu sais, à l'opéra, il y avait une troupe fixe. Donc, c'était une troupe fixe, il ne pouvait pas trop bouger. Mais effectivement, sans doute, l'aîné, bon, on a vu, l'aîné, c'est comme Talma pour la comédie française. C'était des personnalités dont le physique, tu as vu, vous avez vu pour Trajan, qu'on voit le portrait de Trajan dans les dessins de Ménageot, c'est Napoléon sur le sacre. C'est le laurier, la couronne de laurier. C'est le même profil. Et on sait très bien que des acteurs, même âgés, peuvent tout à fait prendre, grimer l'attitude de quelqu'un. Souvent, d'ailleurs c'est le rôle d'un acteur. Souvent on a des acteurs qui... moi je me rappellerai toujours de Philippe Noiret qui disait bon, à 40 ans j'ai eu l'âge de mes rôles. Mais avant, à 20 ans, je jouais le père de machin avec Jean Villard, je jouais un père alors que j'avais 20 ans. Parce qu'en fait, tu vois, et je crois que cet aspect théâtre, et il faut pas oublier aussi que c'est une grande scène, et donc les gens voient pas très bien les acteurs. On voit des silhouettes. On voit des silhouettes des décors, vous vous rappelez, ce que vous avez vu. C'est une grande scène, 2000 personnes. Donc en fait, il y a un rapport avec ce qui se passe. Ce qui explique aussi, tu vois, que je pense que ce jeu devait être extrêmement mélodramatique, c'est-à-dire des gros effets peut-être, et peut-être une manière un peu caricaturale pour aujourd'hui de jouer, parce qu'il fallait être vu peut-être. Comme Sarah Bernard. Exactement, comme Sarah Bernard. Expressionniste. Et complètement expressionniste. Et tu vois, c'est cette tradition-là, en fait, cette tradition-là de jeu. Paris, c'était une scène fantastique pour le théâtre. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Ça l'est toujours, c'est une des grandes scènes mondiales. Les États-Unis, très bien. Mais Paris, c'est très, très fort. Paris, en danse, c'est aussi encore très fort. Aujourd'hui, l'opéra de Paris, c'est encore un très grand opéra. En danse, aujourd'hui, c'est New York, la Russie, la France. Voilà. En danse, dans les créations.
Alors, donc Napoléon n'était pas, pas trop comme Louis XIV, qui Louis XIV voulait Lui dansait sur scène, ça. et puis c'est complètement différent. C'est complètement différent. Mais en même temps, tu vois, le fait que s'associer au dieu Mars, s'associer à tout ça, Napoléon a repris ça. Parce qu'il faut bien dire que Napoléon, c'est quelqu'un qui a voulu unir le présent et le passé. C'est souvent d'ailleurs quelque chose qui revenait. D'ailleurs, David l'a dit, c'est un fils de la Révolution et en même temps, il est dans la continuité de l'Ancien Régime. Et d'ailleurs, en étant avec Marie-Louise, c'est un moyen aussi par alliance d'entrer dans la famille de Louis XVI. Dans cette famille-là, d'ailleurs, l'Autrichienne porte malheur. Et il y a des gens sans doute beaucoup plus compétents que moi pour ces aspects-là. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions, s'il vous plaît? Alors, monsieur, ok, quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, alors, donnez à monsieur d'abord. Il est juste à côté de vous. Allez-y, monsieur. Voilà, juste une petite réflexion. En fait, est-ce qu'il n'utilisait pas principalement l'opéra plutôt comme un outil, comme par exemple avec l'attentat évidemment de Saint-Nicaise, comme par hasard il y avait un opéra après, ça il n'a pas raté, un autre événement aurait peut-être suivi ce soir-là, il n'aurait peut-être pas été, tandis que l'opéra il fallait y être, surtout se montrer. Mais donc, en l'utilisant comme un outil, est-ce que Napoléon a contribué à la création, là je parle des opéras au point de vue architecture, à d'autres endroits où on peut dire que pertinemment bien, c'est Napoléon qui a fait construire un opéra? Ou bien c'était vraiment un outil politique exclusivement parisien? Je peux pas. Oui, c'est une très bonne question. Alors, je peux pas trop. Je pense qu'il faut pas voir l'opéra comme un truc parisien. Napoléon a cette idée de faire de Paris un centre européen. Voilà. Par exemple, la Vestale va être jouée à Naples. Il y a d'ailleurs une œuvre. Enfin, il y a eu des thèses là-dessus. Là. Donc, c'est des œuvres qui vont voyager. Et il y a des troupes théâtrales, il y a même l'opéra qui fait des troupes en province, qui va dans les opéras de province. Et les opéras de province aussi sont actifs, il n'y a pas que l'opéra de Paris. Puisque en fait, l'opéra de la Loi, de la rue de la Loi, en fait, c'est un opéra qui a duré tout au début de la Restauration, puisqu'au début de la Restauration, il y a eu un attentat, il y a eu un assassinat, en fait, du duc de Berry, qui a fait que cet opéra a été détruit, et qu'après on a fait la rue de Pelletier. Mais moi, j'ai regardé la partition de l'opéra de Trajan. C'est pas extraordinaire. C'est pas une des meilleurs opéras. C'est quoi le meilleur d'après toi? Je sais pas, mais ça dépend. Ouais. Et puis voilà, je pense que la Vestale, c'est pas mal, c'est un des grands opéras. Il est toujours joué, c'est un des rares qui est encore. Oui, Fernand Cortés aussi, mais encore, là, c'est des opéras qui portent en eux plutôt des chefs-d'œuvre à venir. C'est plutôt ça. Ce que tu as dit, c'était Le Sueur qui était professeur de Berlioz. Ça, c'est énorme. Et Gounod. Et Gounod. Ça, c'est énorme. Oui, alors lui, par exemple, tu vois, dans cette manière de déclamer très archaïque, par exemple, dans Les Troyens de Berlioz, plus tard, il y a un retour à ça. Ce qu'il faut découvrir, c'est le livre de David Chailloux que je vous invite. Des applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur David Chailloux. Communication.